morceau de bois. Ce n'était pas du bois bien noble, mais une simple bûche à brûler, comme celle que l'on met en hiver dans les poêles ou les cheminées. Un jour, ce morceau de bois tomba par hasard dans les mains d'un petit vieillard alerte du nom de Geppetto, qui, comme métier, faisait le menuisier. J'ai imaginé de fabriquer un beau pantin en bois qui sache danser, monter, sauter, se servir de son épée, faire des sauts périlleux. Il prit donc ses outils et se mit à l'ouvrage. Comment vais-je le nommer, se demanda-t-il. Je veux l'appeler Pinocchio, ça lui portera chance. Termina le pantin, Geppetto lui apprit à marcher, et Pinocchio apprit si vite qu'il s'en alla aussitôt courir dans la rue. Eh bien oui, car ce pantin bougeait et parlait comme un enfant en chair et en os. Arrêtez-le, arrêtez-le, hurlait Geppetto, lancé à ses trousses. Un carabinier se planta au milieu de la route et parvint à bloquer Pinocchio. Rentrons à la maison, lui dit Geppetto d'un air menaçant. Nous allons faire des comptes et je vais te remettre à ta place. Alors Pinocchio se jeta par terre et ne voulut plus marcher. Les curieux qui avaient assisté à la scène prirent la défense du pantin et commencèrent à agresser verbalement Geppetto. Au bout du compte, ils en firent tant et dirent tant que le carabinier relâcha Pinocchio et emmena en prison le pauvre Geppetto. Resté seul, Pinocchio rentra à la maison et dès qu'il eut franchi le seuil de la porte, il entendit un bruit. Il se retourna et vit un gros grillon grimper lentement sur le mur. « Dis donc, toi, qui es-tu » demanda-t-il. « Je suis le grillon parlant et j'habite dans cette maison depuis plus d'un siècle. » Je vais te donner une recommandation, Pinocchio. Gare aux enfants qui se rebellent contre leurs parents et qui quittent par caprice la maison paternelle. Ils ne trouveront jamais le bonheur en ce monde et, tôt ou tard, ils devront s'en repentir amèrement. Parle toujours, lui dit Pinocchio. Parle toujours, lui répéta-t-il. Pour moi, la seule recommandation qui compte, c'est
de manger, de boire, de dormir, de m'amuser et vivre comme un vagabond. Il s'empara alors d'un balai et le lança contre le grillon parlant qui tomba assommé. Le lendemain, sorti de prison, Geppetto rentra à la maison. Il réprimanda tout d'abord Pinocchio qui s'était comporté comme un vilain garnement. Puis il le serra affectueusement dans ses bras. En voyant la bonté de son cher papa, Pinocchio s'adressa à lui en ces mots. Je vous promets qu'à partir d'aujourd'hui, je me comporterai comme il faut. J'irai à l'école, je serai appliqué, j'apprendrai un métier. Étant donné que Geppetto n'avait pas un sou, il confectionna lui-même un bel habit en papier fleuri, des souliers faits d'écorce d'arbre et un chapeau de mie de pain. Puis, malgré le froid de l'hiver, il vendit son paletot pour acheter un abécédaire. Pinocchio avait donc tout ce qu'il fallait pour devenir un écolier appliqué. Il se rendit à l'école chargé de bonnes intentions. Chemin faisant, il entendit le son de flûte et de tambour. Celui-ci provenait du grand théâtre des marionnettes. La tentation était trop forte. Il décida donc que ce jour-là, il n'aurait pas été en classe et qu'il aurait assisté au spectacle des marionnettes. Étant donné qu'il n'avait pas d'argent pour payer un billet, il s'empressa de vendre son abécédaire et il y parvint à la fin. Soudain, il entra dans le théâtre et à sa grande surprise, il fut fêté par toutes les marionnettes. Satisfait, Pinocchio, viens ici, viens te jeter dans les bras de tes frères de bois, lui crièrent-ils en chœur. Pinocchio ne se fit pas prier deux fois, et d'un bond, il monta sur les planches, tandis que le public, dans le parterre, se plaignait pour tout ce chaos. À l'improviste apparut Manchefeu, le montreur de marionnettes, un gros bonhomme à l'apparence effrayante. Personne n'osa dire un mot, et les pauvres marionnettes commencèrent à trembler comme des feuilles. Ce jour-là, je vous l'assure, Pinocchio risqua d'être transformé en bois à brûler pour préparer le dîner de Manchefeu. Mais, au fond, le montreur de marionnettes n'était pas un mauvais bougre, et il fut ému lorsque Pinocchio lui raconta son histoire et celle du pauvre Geppetto. Il lui fit alors cadeau de 5 pièces d'or en lui disant « Tiens, porte-les à ton papa et donne-lui bien le bonjour de ma part. » Pinocchio remercia Manchefeu pour sa générosité, salua toutes les marionnettes de la compagnie et prit le chemin du retour. Il n'avait pas fait 500 mètres lorsqu'il croisa deux étranges personnages. Un chat qui feignait d'être aveugle parce qu'il avait eu trop la passion des études, et un renard qui feignait de boiter pour les mêmes raisons. Ingénument, Pinocchio comprend aux deux compères les pièces d'or que Manchefeu lui avait données. Les deux camarades d'infortune, poussés par l'envie de le dérober, l'embobinèrent et lui expliquèrent qu'en enterrant ces pièces dans le champ des miracles, celle-ci aurait fait pousser un arbre chargé de pièces de monnaie. Pour fêter cette rencontre et la richesse promise,
les trois se rendirent à l'auberge de l'Écrevisse Rouge et après un dîner copieux, ils allèrent se coucher. À minuit, Pinocchio fut réveillé par l'aubergiste qui lui expliqua que ses compagnons étaient partis et qu'ils l'attendaient à l'aube au champ des miracles. Il donna une pièce d'or pour payer le repas et prit le chemin vers le bois. À l'improviste, deux brigands encagoulés apparurent à ses côtés. « La bourse ou la vie !» vociférèrent-ils d'une voix menaçante. Pinocchio fourra rapidement les pièces d'or dans sa bouche pour les cacher et commença à courir du mieux qu'il le pouvait pour échapper aux deux lascars, qui, vous l'avez sûrement compris, étaient le chat et le renard déguisé. Et les deux compères le rattrapèrent rapidement. « Voilà, on t'a pris finalement. Donne-nous les pièces, dit l'un. Il les a cachées dans sa bouche, dit l'autre. Ils essayèrent de lui ouvrir la bouche de toutes leurs forces. Mais Pinocchio la gardait fermée de toutes ses forces. « Il faut le pendre, alors pendons-le » crièrent-ils. Aussitôt dit, ils lui lièrent les mains dans le dos, lui passèrent un nœud coulant autour du cou, puis le pendirent à une branche d'un gros arbre que tout le monde appelait le grand chêne. « Il n'ouvre même pas la bouche avec la corde autour du cou » s'exclama l'un. « Nous reviendrons demain, d'ici là. Essaie d'être tout à fait mort et de laisser ta bouche grande ouverte » ajouta l'autre. Puis ils s'en allèrent. Le pauvre Pinocchio resta ainsi pendu, désormais plus mort que vivant, en imaginant que, d'un moment à l'autre, une âme compatissante viendrait le sauver. Au même moment, une jolie fillette aux cheveux bleu nuit se mit à la fenêtre et aperçut le malheureux suspendu à une branche du grand chêne. Elle fut prise de pitié et donna l'ordre à deux de ses serviteurs de le libérer et de le lui amener. Cette fillette aux cheveux bleu nuit était en fait une bonne fée qui, depuis plus d'un millénaire, vivait à l'orée du bois. Pinocchio se retrouva ainsi peu de temps après dans un lit bien chaud. Entre-temps, la fée avait fait appeler 3 fameux médecins pour avoir leur avis. Je souhaiterais que vous me disiez, messieurs,
si cette marionnette est morte ou vivante, demanda la fée. À mon avis, déclara le premier, elle est bel et bien morte. Mais si elle n'était pas morte, alors on pourrait dire qu'elle est sûrement vivante. Je regrette de devoir contredire mon illustre collègue, dit le second médecin. Mais d'après moi, la marionnette est vivante. Et si elle n'était pas vivante, cela signifierait qu'elle serait vraiment morte. Le troisième médecin, qui était le plus sage, déclara: lorsqu'un médecin ne sait pas quoi dire, il faudrait mieux qu'il se taise. Ce pantin est un garnement, un fainéant, un fils désobéissant qui fera mourir de chagrin son pauvre père. À ces mots, Pinocchio fondit en larmes. La fée prit congé des trois médecins, puis s'approcha de Pinocchio et lui dit avec tendresse: raconte-moi ce qui t'est arrivé. Pinocchio commença à raconter d'abord son aventure avec le marionnettiste Manchefeu, qui lui avait donné 5 pièces d'or pour son papa Geppetto. Puis il parla de la rencontre avec le chat et le renard qu'il avait conduit à l'auberge de l'écrevisse rouge, et enfin l'agression des brigands qu'il avait pendu à un gros chêne de la forêt. À la fin, il dit à la fée qu'il avait perdu ses pièces d'or destinées à son père Geppetto. Mais c'était un mensonge, parce qu'en réalité, il les avait mis dans sa poche, et aussitôt, son nez commença à s'allonger, de plus en plus. Et la fée, en riant, lui dit: tu sais, Pinocchio, il y a 2 genres de manchots, ceux qui ont les jambes courtes et ceux qui ont le nez long. Eh bien, tes mensonges appartiennent à la 2e catégorie. Rouge de honte, prisonnier de ce nez devenu démesuré, Pinocchio ne savait plus que faire et se mit à pleurer. La bonne fée eut pitié de lui, frappa dans ses mains, un nuage de pivert entra donc par la fenêtre, et ceux-ci commencèrent à lui becqueter le nez pour lui redonner sa taille normale. Le lendemain, Pinocchio salua la bonne fée et partit pour rentrer chez lui. Et malheureusement, il rencontra encore sur son chemin le chat et le renard. Les 2 filous le convainquirent à nouveau à enterrer ses pièces dans le champ des miracles. Après une bonne demi-journée de marche, ils arrivèrent dans un champ isolé qui ne se distinguait guère de tous les autres champs. En suivant les indications fournies par les 2 malandrins, il creusa un petit trou, il déposa les 4 pièces qui lui restaient, il recouvrit les pièces d'un peu de terre et l'arrosa avec un peu d'eau. « Reviens dans une vingtaine de minutes, lui dit le renard, et tu trouveras un arbrisseau qui aura poussé et dont les branches seront chargées de pièces d'or. » Dès que Pinocchio s'éloigna, les 2 compères déterrèrent les pièces et filèrent comme le vent.
désespoir, Pinocchio prit la route qui conduisait vers la fée, mais lorsqu'il arriva sur les lieux, la maisonnette avait disparu et il ne trouva qu'une pierre en marbre sur laquelle étaient gravés ces mots. Sigi, la fillette aux cheveux bleu nuit, morte de chagrin, après avoir été abandonnée par son petit frère Pinocchio. La marionnette, qui considérait désormais la petite fée comme sa sœur, éclata en sanglots. Soudain, un gros pigeon se rapprocha et lui annonça que Geppetto avait construit un canon et qu'il était sur le point de partir à sa recherche vers le Nouveau Monde. Pinocchio sauta sur le dos du pigeon qu'il conduisit ainsi vers la plage. Mais lorsqu'ils arrivèrent à destination, Geppetto avait déjà pris le large. La mer était en furie et une grosse vague fit chavirer le canot. En voyant son père disparaître dans les flots, Pinocchio se jeta à l'eau pour essayer de le sauver à tout prix, mais il fut à son tour englouti par les vagues. Nagea pendant un jour et une nuit, et au matin, épuisé, il arriva sur une île. C'était le pays des abeilles industrieuses, où tout le monde travaille du matin jusqu'au soir, et où chacun a quelque chose à faire. Tourmenté par la faim, Pinocchio demanda quelque chose à manger à une femme qui transportait 2 jarres d'eau. « Si tu m'aides à transporter chez moi ces 2 couches d'eau, je te donnerai du pain, une salade de chou-fleur et une dragée, lui dit la femme. À son grand étonnement, Pinocchio reconnut dans cette femme sa chère fée aux cheveux bleu nuit, qui était désormais devenue grande. « Ma chère petite fée, c'est bien toi? Et moi qui te croyais morte, si tu savais, j'ai tant pleuré. Pardonne-moi. » « Mon cher Pinocchio, lui dit la fée, la douleur sincère de ma fausse pierre tombale m'a montré ton bon cœur et je te pardonne. Mais souviens-toi qu'à partir d'aujourd'hui, tu devras m'obéir et faire toujours ce que je te dis. Et pour commencer, dès demain, tu iras à l'école. » Pinocchio promit et jura que dorénavant, il se serait toujours bien comporté. Il commença à aller à l'école, semblait avoir bien compris la leçon, et en peu de temps, il était devenu le premier de sa classe, avait gagné l'estime et la sympathie de tous ses camarades. Vu les résultats encourageants, la fée dit un jour à Pinocchio, « Demain, tu ne seras plus une marionnette en bois, tu deviendras un garçon comme les autres,
Nous fêterons cet événement en organisant un grand déjeuner avec du café au lait, des petits pains beurrés. Allez, va le dire à tous tes amis. Figurez-vous la joie de Pinocchio. Il se mit à courir en long, en large, en travers, toute la ville en portant l'invitation à tous ses camarades. Journée s'annonçait fort belle et pleine d'allégresse. Mais malheureusement, dans la vie des marionnettes, il y a toujours un mais qui gâte tout. Pinocchio alla même invité son cher ami la Mèche. Sachez que ce dernier était parmi ses camarades de classe son préféré, mais également le plus indiscipliné et le plus paresseux. Après l'avoir cherché pendant longtemps, il le trouva assis sous un portique. La Mèche, exclama Pinocchio, ça fait depuis ce matin que je te cherche. Tu ne connais pas la nouvelle? Eh bien, demain, je ne serai plus une marionnette. Je deviendrai un garçon comme tous les autres. Et pour fêter ça, je t'invite demain matin chez moi pour le déjeuner. Je regrette, répondit la Mèche, mais je ne peux pas venir à ta fête. J'attends minuit pour partir au pays des jouets, un lieu où il n'y a pas d'école, où il n'y a pas d'études, où il n'y a ni maître, ni livre. Les journées se passent en jouant, en s'amusant du matin au soir. Pourquoi ne viens-tu pas avec moi? Pinocchio hésita. Il avait promis à sa bonne fée qu'il aurait enfin eu la jugeote et il ne voulait pas manquer sa promesse. Après 1000 hésitations, il se laissa à la fin convaincre par la Mèche. Ils partirent le soir même et lorsqu'ils arrivèrent au pays des jouets, ils trouvèrent des enfants partout, faisant un grand tapage. Certains jouaient, d'autres couraient, d'autres encore chantaient ou riaient. Pinocchio et la Mèche s'enfilèrent aussitôt dans cette bruyante mêlée et devinrent rapidement sur les amis de tous, après avoir passé 5 mois dans ce pays de cocagne, sans avoir vu ni école ni livre. Les deux amis eurent une désagréable surprise, puisqu'en effet, ils avaient été transformés en deux beaux ânes.
transformations. Mais croyez-moi, plutôt que de se plaindre, ils brayaient comme deux petits ânes. Ils furent lustrés, emmenés sur la place du marché. La mèche fut vendue à un président et Pinocchio, à un directeur de cirque qui lui apprit à danser et à sauter dans les cerceaux. Un spectacle public, grands hommes et belles dames. Voici le célèbre petit Dame Pinocchio. Regardez avec quelle grâce il danse et saute dans les cerceaux. En tentant de sauter un cerceau, Pinocchio tomba lourdement et resta estropié. Alors le directeur de cirque appela son garçon d'écurie et lui dit « Je ne sais que faire d'un âne qui ne peut plus sauter. Emmène-le au marché et revends-le. » Le garçon d'écurie trouva tout de suite un acheteur qui voulait la peau de l'âne pour en faire un tambour pour la foire du village. L'homme conduisit l'ânon sur des rochers surplombant la mer, lui accrocha une grosse pierre autour du cou et lui lia la patte avec une corde en tendant l'autre bout à la main. Enfin, il le jeta à l'eau pour qu'il se noie. Quand il ramena la corde, à son grand étonnement, l'homme s'aperçut qu'au lieu d'un âne mort, il avait sorti de l'eau une marionnette qui se débattait comme une anguille. Pinocchio avait encore une fois invoqué la fée aux cheveux bleu nuit qui, prise de pitié, lui avait encore sauvé la vie en lui rendant sa forme de marionnette. Pinocchio se libéra alors de la corde et plongea dans l'eau en s'éloignant à la nage. Malheureusement, mes petits amis, ces mésaventures ne sont peut-être pas encore terminées. Soudain, un monstrueux requin surgit hors de l'eau. Dès qu'il s'aperçut la grande gueule ouverte qui le poursuivait, pris de terreur, Pinocchio essaya de s'enfuir en nageant de toutes ses forces. Mais le gigantesque animal se rapprochait de plus en plus. Soudain, il sentit derrière lui les remous de l'eau. Et en un instant, il fut avalé comme de nombreux poissons qui, pour leur malheur, passaient par là.
ces tourbillons, à tel point qu'il en resta étourdi. Quand il retrouva ses esprits, il était plongé dans l'obscurité la plus totale et commença à marcher à tâtons dans le ventre du requin. Soudain, il aperçut au loin la pâle lueur d'une petite flamme et, en s'en approchant, devinez un petit peu ce qu'il vit. Assis à table à la lumière d'une chandelle, le vieux Geppetto tentait de manger des petits poissons. Émus d'une telle rencontre, ils se serrèrent dans les bras l'un de l'autre et commencèrent à se raconter leurs mésaventures. « Oh, mon papounet, dit Pinocchio, si vous saviez combien de malheurs me sont tombés sur la tête et combien d'autres choses sont allées de travers. Mais depuis combien de temps êtes-vous enfermé ici ?» « Ça doit faire 2 ans, répondit Geppetto. Une tempête a chaviré ma chaloupe et j'ai été avalé par ce requin. Jusqu'à présent, j'ai survécu grâce au chargement d'un navire marchand que le requin a avalé comme moi. Et désormais, les provisions de vivres commencent à manquer. Alors, il n'y a pas de temps à perdre, dit Pinocchio. Il faut trouver un moyen pour s'enfuir. Ils remontèrent donc la gorge du monstre, et lorsqu'ils arrivèrent dans son énorme gueule, et le requin tenait ouverte, il souffrait d'asthme. Pinocchio murmura à Geppetto: « C'est le moment, le requin dort, la nuit est claire, la mer est paisible. » Ils se jetèrent donc à l'eau et s'enfuirent. Pinocchio nageait rapidement en portant Geppetto sur son dos. Un mouvement de bras après l'autre, ils parvinrent finalement à rejoindre le rivage. Ils avaient déjà repris la route à la recherche d'un endroit pour se reposer et manger un peu, lorsqu'ils croisèrent 2 mendiants sur le bord du chemin. Il s'agissait bien sûr du chat et du renard qui étaient tombés dans une misère profonde et faisaient l'aumône. Pinocchio se moqua d'eux en leur disant: « Qui vole à autrui son manteau n'aura même pas de chemise pour mourir. » Finalement, ils se réfugièrent dans une cabane. Pinocchio s'en alla chercher un peu de lait pour Geppetto et tomba dans la ferme d'un paysan au nom de Giancio, qui lui dit: « Puise 100 seaux d'eau dans la citerne pour arroser mon potager et je te donnerai un grand verre de lait. » Pinocchio accepta et Giancio lui montra le petit âne qui jusqu'alors avait fait le travail. Depuis longtemps, cet âne était gravement malade et désormais moribond. Pinocchio se rapprocha de lui et aperçut qu'il avait quelque chose de familier. Mais bien sûr,
Cet ânon n'était autre que son ami la mèche. Il se pencha vers lui, le caressa, mais il n'eut que le temps de le voir expirer. Pauvre la mèche, soupira Pinocchio. Il prit un peu de paille et essuya une larme qui roulait sur sa joue. Des mois, Pinocchio travailla chez Giangio, le maraîcher, pour gagner un verre de lait qui faisait du bien à la santé fragile de son papa. Il apprit à tresser des corbeilles et des paniers en osier en pourvoyant sagement à toutes les dépenses domestiques. Il construisit en outre une élégante charrette pour promener Geppetto durant les belles journées ensoleillées. Un jour, alors qu'il se rendait au marché pour s'acheter une veste, un bonnet et une paire de chaussures, il apprit que la fée aux cheveux bleus de nuit était à l'hôpital, malade et sans un sou. Sans hésitation, Pinocchio donna généreusement les 40 sous qu'il possédait pour soigner sa bienfaitrice. La nuit venue, la fée lui apparut en songe, plus éblouissante et souriante que jamais. Et après lui avoir donné l'un baiser, elle lui dit « Bravo Pinocchio, pour le bon cœur dont tu as fait preuve en assistant ton papa Geppetto avec amour. Je te pardonne de toutes tes bêtises que tu as commises jusqu'à ce jour. Si tu deviens à l'avenir raisonnable, tu seras heureux. » À son réveil, il avait encore dans les yeux l'image de ce sourire, mais il découvrit émerveillé que tout avait changé autour de lui. La cabane était devenue une jolie maison. Son haillon s'était transformé en vêtements tout neufs. Dans sa poche, il trouva même un précieux porte-monnaie en ivoire contenant un billet. La fée lui avait rendu les 40 sous et le remerciait. Les 40 sous de cuivre s'étaient transformés en 40 pièces d'or. Geppetto aussi était revenu un petit vieillard, alerte, comme il était autrefois. Et avec sa bonne humeur, il avait recommencé son métier de menuisier. C'est grâce à lui, dit Geppetto, parce que lorsque les mauvais garnements deviennent de braves enfants, ils apportent de la joie au sein de leur famille. Pinocchio alla se contempler dans le miroir et l'image de la marionnette en bois avait disparu. À sa place, souriait celle d'un beau garçon aux cheveux châtains et aux yeux bleus. Sur une chaise, dans un coin de la pièce, il y avait une marionnette en bois, penchant la tête, les bras ballants, les jambes croisées, immobile et inanimée.